Bonsoir et bienvenue au sein de notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Vieux-Habitants avec son maire, Jules Otto, qui est venu ce soir pour nous parler un petit peu de sa commune. Et nous axerons sur un thème central ce soir et nous parlerons bien sûr de résilience puisque, comme vous le savez, au cœur de tous les débats, la résilience par rapport aux risques naturels. Nous ferons un petit tour de la commune de Vieux-Habitants. Jules Otto, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir la population de Vieux-Habitants et de la Guadeloupe. Quelques questions rapides sur l'actualité. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu inquiet puisque samedi dernier, 88 séismes ont été recensés au niveau de la Soufrière? Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous vous dites que tout va bien, il n'y a pas de risque? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. On sait très bien qu'on vit dans un territoire avec ses attraits, avec ses forces, mais aussi avec des contraintes qui sont liées à notre géographie. Et cette géographie-là, avec dans la Caraïbe, hein, on n'est pas surpris qu'il y ait des périodes où l'activité sismique autour de la Soufrière est plus intense que par moment. Après, il faut surveiller. Il y a l'observatoire qui est là, donc il fait un travail de surveillance. Je pense qu'il ne faut pas être plus inquiet, il faut être vigilant. Il faut être vigilant par rapport à la Soufrière, et ça va nous ramener tout cela au thème central, qui est la résilience. Alors, autre sujet, les soignants suspendus, on y revient. Ça fait encore couler beaucoup d'encre avec ce départ exceptionnel proposé par le directeur de cabinet du ministre délégué aux Outre-mer, M. Carenco. Alors, on piétine, on se dit les choses peut-être vont se corser. Que pensez-vous de cela? Je pense qu'il y a pour le moment un dialogue qui s'est installé. Je pense qu'il y a une situation qu'il faut traiter avec humanité, qu'il faut regarder la situation des non-vaccinés qui, pour des raisons diverses, ont décidé de ne pas se faire vacciner. Maintenant, ils doivent aussi assumer leurs responsabilités. Ceci étant dit, il y a en face de nous des pères et des mères de famille qu'il faut donc chercher à trouver, à apporter une solution. Je pense que ce que le ministre délégué à l'Outre-mer a cherché à installer un dialogue direct avec les grévistes. Et son directeur de cabinet est venu dans ce cadre-là. Il y a eu des propositions. Ces propositions ne conviennent pas pour le moment au collectif. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas d'un côté un collectif où il y a un vide. Aujourd'hui, il y a un dialogue qui s'est installé, il y a une proposition, il peut y avoir une contre-proposition. Et puis après, je pense que dans une discussion, dans un dialogue, chacun fait un pas. Donc, mais le ministre a dit « Je m'occupe prioritairement de la Guadeloupe ». Et puis il a dit aussi « On avance ». Alors ce « on avance », peut-être que c'était compris comme on réintègre. Non, je pense qu'il y a plusieurs solutions techniques. Après, on ne va pas entrer dans ce débat. Est-ce qu'on réintègre au sein de l'hôpital? On a affaire à ce qu'on appelle pour la plupart, des fonctionnaires, donc qui sont des fonctionnaires hospitaliers, mais qui peut-être peuvent avoir des possibilités ailleurs. Ce qui est important, c'est de trouver une solution humaine pour ces personnes qui, pour des raisons ou leurs convictions, ont décidé. Après, il y a aussi une grosse partie, une majorité des soignants qui ont décidé et qui travaillent à l'intérieur, qui se sont fait vacciner. Il faut aussi imaginer comment faire vivre demain matin ces deux publics. Donc, il y a peut-être à regarder tout cela, à anticiper et à trouver peut-être des solutions, pas obligatoirement au sein de l'hôpital, mais ce qui est important, c'est de chercher une solution pour ces personnes qui, effectivement, sont... voilà, c'est une situation humaine. Les élus ne peuvent pas s'immiscer dans ce problème. Les élus ont déjà fait leur part de travail. Maintenant, aujourd'hui, on est devant une situation où par rapport à une décision de l'État et que les grévistes sont manifestés, ont donné leur position, le ministre délégué à l'Outre-mer a donné une position à réinstaurer le dialogue avec le collectif. Je pense qu'il faut rester optimiste que ce dialogue-là, même si pour le moment, la première proposition, après une première rencontre, a donné, on va dire, un refus, mais il y a une proposition. Et puis maintenant, il faut attendre pour voir est-ce qu'il y aura une contre-proposition. Et puis, moi, je plaide pour que le dialogue qui s'est instauré
continuer à se développer. Avec les difficultés, bien entendu. C'est pas simple, mais je pense qu'il faut aller pour trouver une solution. Alors maintenant, au plus près de vous, qu'en est-il des problèmes d'eau à Vieux-Habitants, problèmes d'eau liés à la tempête Fiona? Alors, eau courante, eau agricole. Voilà, on va examiner dans un premier temps la question de l'eau, de l'eau potable et liée aussi à l'assainissement. Et puis, dans un deuxième temps, on va parler éventuellement de l'eau agricole sous le périmètre irrigué des habitants. Parce que c'est la question de l'eau agricole, la compétence est portée par, la responsabilité est portée par la communauté Grand Sud Caraïbes, et la question de l'eau potable et assainissement est portée par le syndicat SMGA, avec bien entendu un délégataire qui travaille dans ce cadre-là. Bon, après Fiona, il y a eu des difficultés, bien entendu. Les captages, par exemple, de Beaugendre a été complètement dévalisé, et donc difficulté pour alimenter en eau une population, notamment la partie sous Marigot, sous Géry, sous Chelcher et Donobo. Mais en même temps, il y a une partie de la population qui était alimentée avec le captage du côté de Montrepos, du côté de hauteur de Cousinière. On a pu donc faire en sorte que ce captage-là puisse s'ouvrir et avoir un périmètre plus grand en allant vers le bout, mais il restait pendant longtemps des difficultés sur Marigot, malgré l'effort du délégataire à faire en sorte qu'il y ait un maillage, donc une action, on va dire, de solidarité avec le captage d'eau bouillante. Donc on a pu prendre de l'eau bouillante pour alimenter sur Géry, sur Marigot, sur Chelcher. Techniquement, aujourd'hui, la situation est stable. On a connu quand même la semaine dernière une période un peu plus délicate parce que c'était ce qu'on appelle la potabilisation de l'eau qui était fournie à la population. Donc après un prélèvement de l'ARS, on a constaté que l'eau était impropre aux usages et pour boire aussi, ce qui fait qu'on a eu un arrêté, ce qui a causé quand même quelques difficultés envers la population, et en particulier par exemple pour les écoles primaires, et de faire une production de repas correcte. Et donc ça nous a posé quelques difficultés, mais depuis le week-end dernier, cette autorisation a été levée, une restriction simplement sur la zone de Montrepos autour de Cousinière. Et donc aujourd'hui, sur la question d'eau potable, on est en situation, on va dire, normale, mais on reste vigilant parce que on arrive à être alimenté par rapport à bouillante. Et en même temps, parallèlement, il faut qu'avec les services de l'État, il faut qu'avec le syndicat, on travaille sur le captage de Beaugendre et peut-être prendre de l'eau un peu plus bas, avec ce qu'on appelle des unités mobiles, pour faire en sorte que les réservoirs de Beaugendre soient remplis pour pouvoir alimenter les écoles de Marigot, la population de Marigot, de Géry, de Chelcher. Donc on peut dire que les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. On est aujourd'hui une situation, on va dire, quasi normale, avec de la vigilance. On va regarder à certains endroits si l'eau n'arrive pas, donc avoir toujours un stock d'eau en bouteille au service technique pour la population puisse venir récupérer. Aujourd'hui, on est organisé, la situation est relativement stable. On est sorti, on va dire, de la période de crise aiguë. Voilà, alors maintenant, passons à ce que vous avez eu à vivre, hein, cette tempête Fiona. Alors, Vieux-Habitants étaient aussi touchés. Et puis ce mot résilience qui revient souvent et aujourd'hui avec une résonance plus forte. Alors, pour vous, maire, qu'est-ce que ça représente, la résilience? Concrètement, c'est quoi pour vous? Depuis quelque temps, beaucoup de gens emploient ce mot-là, parlent de résilience dans tout. Bon, la population guadeloupéenne, la population, les paysans et le monde rural a toujours fait preuve de résilience par rapport à des situations. Précédemment, on parlait de séisme. On est un peuple qui a toujours vécu des catastrophes naturelles. Et donc, on a toujours su faire face à ces catastrophes en mettant en place nos logiques, en mettant en place nos pratiques, nous permettant de vivre sur le territoire. Et tout simplement, quand on parle de résilience, c'est notre capacité face à l'adversité à vivre. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place à Vieux-Habitants. Bien entendu, avec une organisation. Et quand on parle de résilience, oui, il y a une résilience au niveau de la population, mais si on n'a pas l'appui et la solidarité des instances comme le conseil régional, comme le conseil départemental, voire les services de l'État, ça peut être plus compliqué. Il faut de la résilience au niveau de la population, il faut une attitude positive, il faut avoir l'envie de redémarrer, de vivre, mais en même temps aussi, c'est compliqué quand on est, par exemple, en situation difficile
Et si la solidarité nationale, la solidarité avec les autres instances qui ont plus de moyens que la collectivité abissoise ne joue pas, ça peut être compliqué. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on a vu que du côté du président du conseil départemental, du président du conseil régional et des services de l'État, une réactivité, et que je félicite d'ailleurs, que le travail, la visite sur le terrain de venir voir au plus près ce qui se passe. Dès le dimanche après-midi, le président du département était là, le lundi matin, le président de région, même le samedi dans la journée, le président Chalouz avait dépêché une délégation, le dimanche, une délégation pour venir regarder ce qui se passe sur le territoire de nos habitants. Donc il y a une belle réactivité de la région, du département, des services de l'État, et la résilience de la population a permis effectivement que après cette phase de crise aiguë, après cette phase de solidarité entre nous, eh bien de redémarrer la vie normale et de dire qu'il faut rebondir, il faut reconstruire et il faut faire en sorte que eh bien, les Abissois puissent retrouver un cadre de vie normal. Alors justement, et on va un petit peu approfondir, est-ce que la résilience, c'est de s'accommoder aux choses et de se dire, bon, c'est une fatalité, bon, on s'accommode. On a l'impression que aujourd'hui, lorsqu'on parle de résilience, c'est dire à la population, écoutez, mais, que voulez-vous faire? Nous sommes sur un territoire, nous savons les risques qu'il y a, donc apprenons à vivre avec. Est-ce que c'est ça? Non, ça va plus loin que ça, c'est pas simplement ça. Non, ça va plus loin. Moi, en tout cas, la résilience, c'est surtout... si on prend le temps d'écouter nos anciens, si on prend le temps d'écouter, moi je viens du monde rural, je viens du monde agricole. Nos anciens savent concrètement, même s'ils n'étaient pas des experts qu'on nous envoie aujourd'hui, mais ils prenaient le temps d'observer. Donc ça va moins bien avec les experts? Non, je dis pas ça. Je dis simplement, on peut allier le regard des experts, mais le sens de l'observation que nos anciens ont se développé dans les quartiers, dans les villages. Et ils savent comment, par exemple, les cours d'eau, ils savent un peu de choses. Prenons notamment le temps de les écouter et que la science simplement est là pour venir apporter seulement ce regard d'expertise qui est nécessaire. Je ne suis pas contre l'expertise, au contraire. Mais je dis en même temps, ne balayons pas d'un revers de main cette capacité et cette logique que nos anciens ont développée dans la manière d'aménager. Ceci étant dit, après, moi, je pense que la question de la résilience n'est pas simplement de s'accommoder. Au contraire, l'homme a toujours su faire preuve d'intelligence sur son territoire. La résilience, c'est ça, c'est notre capacité, malgré les difficultés, à vivre sur un territoire. Pas de s'accommoder, c'est de faire preuve d'imagination. Là, dans ces difficultés, on a vu faire preuve d'imagination, faire preuve d'innovation pour dire comment, par rapport à la situation qu'on a vécue, comment on peut imaginer différemment l'aménagement du territoire de matin. Aussi. Oui, il y a des solutions, ça, mais c'est les solutions qui peuvent être portées en tenant compte des regards des experts, en tenant compte des modélisations qu'on peut avoir par rapport à la pluviométrie, par rapport à un certain nombre de choses. On peut avoir donc ce regard-là d'experts. En même temps aussi, on peut avoir ce regard, le sens de l'observation, la connaissance intrinsèque qu'on a du territoire parce qu'on a vécu dans le territoire. On est en symbiose avec le territoire. C'est tout ça. C'est ce mélange de connaissances, on va dire, scientifiques, mais aussi de connaissances de son territoire, de sa géographie, de son paysage, de sa culture, de son identité qui fait que sur ce territoire-là, on va vivre. On ne va pas s'accommoder. On va simplement s'acculturer, on va simplement faire en sorte de trouver comment les atouts de ce territoire-là, on va les mettre en valeur, comment les difficultés, on va chercher à les contourner pour pouvoir vivre bien dans son territoire. Est-ce que les politiques publiques mises en place vont dans le sens de la résilience? Est-ce que les politiques publiques... Si, par exemple, je redis la même chose, hein, je pense que si, par exemple, quand on n'entend pas politique publique, c'est le regard de l'extérieur. Il faut peut-être définir entre nous, quelle politique publique? Est-ce que c'est une politique publique liée, parce que quand on parle de politique publique, on est sur des politiques publiques sur l'accompagnement des personnes âgées, on est sur une politique publique sur l'aménagement de la cité, on est sur une politique publique sur la question de la sécurité. Donc, si on est, par exemple, dans ce cadre précis de catastrophe naturelle, j'imagine qu'on veut parler de politique publique en termes d'aménagement du territoire, d'urbanisation.
Oui, il y a peut-être des choses, et quand on regarde, on veut surtout des fois dire, parce que bon, je suis moi-même aujourd'hui maire, que c'est les élus locaux sont responsables. Quand on regarde ce qui Oui, en termes d'urbanisation, oui. quand on regarde ce qui s'est passé à Goyave, ben, qui a donné, par exemple, l'autorisation, les permis à l'autorisation à Saint-Amand d'y aller, pas les permis. Il y a eu une construction, pas obligatoirement le maire, parce que donc il faut toujours se préserver. Bien entendu, dans le cas de la décentralisation, les maires sous les permis est responsable. Sous les permis de construire, mais quand on regarde les zones d'aménagement où il y a eu plein de dégâts, pas obligatoirement les maires qui avaient la main pour donner le feu vert. Voilà, je ne dis pas plus que ça pour le moment. Mais sous les permis de construire, oui, mais quand on regarde, il y a eu ici ou là quelques maisons, notamment à vieux habitants, on savait que la question, par exemple, de la rivière allait poser problème à certaines maisons qui étaient construites tout près de ces rivières-là. Et on avait déjà alerté sur la question du curage de ces rivières. Bon, la loi Notre, par exemple, depuis 2017, a transféré cette compétence depuis 2018 à l'aglo du Sud-Bastère, l'aglo du Nord-Bastère, sur la question de la GIMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévision des inondations. Mais quand on regarde, on a transféré ces responsabilités à des élus locaux, au président des agglos, mais depuis combien de temps on avait fait un travail sérieux sur le curage des rivières? Je pense que s'il y a une absence de vigilance des élus locaux, c'est peut-être au moment, et peut-être plus au niveau de nos parlementaires, au moment où on a transféré cette loi, cette compétence au niveau des agglos, on a dû être vigilant pour dire, on fait une évaluation précise de ce qui est transféré. Et à partir de ce qui est transféré, il y a des travaux à faire. Et mettons en place, on n'est pas contre la responsabilité, mais mettons en place une période de transition pour que ce que l'État n'a pas fait pendant un moment donné, eh bien, qu'on nous accompagne et qu'on récupère des rivières bien curées et que quand les élus locaux prennent la responsabilité, aujourd'hui, quand on regarde par exemple le prélèvement qu'on pourrait faire éventuellement pour la GIMAPI sur un territoire de l'aglo du Sud-Bastère, c'est à peine une rivière de la Côte-Soulevant qu'on va être en capacité de curer et de mettre de l'enrochement. En fait, l'État s'est déchargé sur vous de ce qu'il ne voulait pas. Je ne veux pas en parler. Disons globalement, dans le cadre de la nouvelle organisation du territoire, il y a ce qu'on appelle la loi Notre, qui a permis effectivement le transfert d'un certain nombre de compétences et donc de responsabilités pour les élus. Donc c'était une avancée. Je redis, on n'est pas contre ces responsabilités. C'est une avancée, on peut le dire dans ce sens-là. Mais concrètement, si on revient par exemple sur l'histoire, quand on prend les lycées, quand on prend les collèges, ça a été transféré en région et au collège. Mais au département. Les moyens. Mais qu'est-ce qu'on a récupéré? Non, mais c'est qu'est-ce qu'on a récupéré à l'époque, ces lycées-là. Rappelez-vous quand même l'état des lycées ou des collèges. Les élus locaux ont fait ce qu'il fallait faire pour avoir aujourd'hui, en Guadeloupe, un parc au niveau des collèges et un parc au niveau des lycées qui est plus que correct. Mais ça a demandé un travail énorme parce qu'on a récupéré des lycées qui n'étaient pas flambeaux ou des collèges pas flambeaux. C'est la même chose pour la GIMAPI. Je pense que dans le cadre, il faut effectivement de la responsabilité. On n'est pas contre le transfert des compétences, avoir des compétences et puis des responsabilités. C'est seulement derrière faire l'évaluation et bien demander les moyens qui vont avec. Et faire l'évaluation pour dire, je récupère dans cet état-là, mais comme c'était une responsabilité de l'État avant que ça arrive au niveau des élus locaux, faisons en sorte que ce que vous nous donnez soit en bon état. Donc il y a une période de transition à assurer. Mais l'exemple des collèges et des lycées, bon, c'est puisque oui, tous les élus ont dit, nous avons hérité des collèges et des lycées sans les moyens. Donc tous les élus étaient unanimes pour dire que ce n'était pas normal. Et pourquoi être tombé à pieds joints alors dans d'autres transferts de compétences? Je voulais dire, non, je pense qu'à un moment donné, on le voit. La preuve, si on reprend l'exemple du collège et des lycées, on voit bien les résultats. Donc quand on rapproche la responsabilité, on parle de domiciliation de la responsabilité, on voit que ça peut donner de l'efficacité. Ce que nous on dit aujourd'hui, en tout cas, c'est notre position, c'est de dire qu'il y a à regarder, à évaluer la situation et qu'avant le transfert, on regarde bien la situation et que toute responsabilité, il y a derrière des moyens à évaluer. C'est ça qui, je pense que le piège aujourd'hui, c'est
Oui, pour la responsabilité, mais regardons bien dans quel état qu'on nous donne une compétence et ce qu'on a à gérer demain matin, demander à l'État de nous accompagner pendant une période de transition. Alors maintenant, on a le problème des risques naturels, on a aussi le problème d'eau, le problème des sargasses, problème d'élimination des déchets et tout ça. Et moi, quand j'entends, effectivement, et permettez que je revienne, il ne nous reste plus beaucoup de temps, parler de résilience, je me dis, est-ce que dans tout, donc il faut être résilient dans tout. Donc on se dit, il y a tous ces problèmes, mais on a la possibilité de s'adapter, on a la possibilité d'absorber, on a la possibilité de faire avec. Donc, on ne va pas plus loin. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment? Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense que, premièrement, on n'a pas le temps ce soir de faire ce débat-là, parce qu'il faut qu'on puisse se mettre... Parce qu'on parle de résilience, si on prend chaque élu ou chaque... on met un sens et des mots derrière. Donc, déjà, on va se mettre d'accord sur ça, mais pas ce soir. On n'aura pas le temps de faire ce débat-là. Mais moi, ce que je pense sur cette question de notre capacité à vivre sur notre territoire, notre capacité, après une période difficile, à rebondir, à redémarrer. Oui, on a été un peuple qui a été donc, élevé dans ces conditions de catastrophe naturelle. Mais c'est notre capacité justement d'ingénierie, d'innover, de réinventer. C'est ça, il me semble, qui est important. Pas de s'accommoder. Au contraire, c'est notre capacité à vouloir vivre et à redémarrer. Et pour redémarrer, de tenir compte de la réalité et de dire comment on peut faire différemment. C'est ça qui est important. Et c'est donc notre intelligence collective qu'on doit mettre en œuvre. Alors, je vais prendre les établissements scolaires. Et de toute façon, je sais que c'est un sujet que vous connaissez, qui vous intéresse. Seulement une dizaine d'établissements scolaires en Guadeloupe sont équipés de sismomètres. Alors, comment peut-on être, je vais dire, en confiance lorsqu'il y a, par exemple, un séisme? D'ailleurs, vous avez une école chez vous à Vieux-Habitants qui est équipée de ce sismomètre, mais une dizaine, c'est vraiment pas beaucoup sur tous les établissements scolaires de la Guadeloupe. Alors vous me direz, ben écoutez, le maire ne peut pas venir, c'est un matériel qui coûte cher, enfin je sais pas, vous aurez beaucoup d'arguments, mais dans ces cas-là, que faire? Parce que souvent on se dit, ce n'est pas ma compétence, c'est la compétence de l'État, c'est une compétence intercommunale, etc. Mais lorsque ceux qui doivent agir n'agissent pas, est-ce que il ne faut pas franchir un pas? Sur la question des écoles, alors on parle des écoles primaires, des collèges, des lycées? Alors on parle des collèges, on parle aussi des lycées, on parle d'établissements scolaires en général. En tout cas, sur la responsabilité qui est la mienne, mais bon, en tant qu'élu, notre responsabilité en tant qu'élu sur la question des établissements scolaires, donc les écoles primaires, les écoles, les collèges, les lycées. Aujourd'hui, ce que je sais, petit à petit, et c'est le cas des habitants pour les écoles primaires, on a fait un diagnostic et l'école de Jury, d'ailleurs, où j'habite, va être reconstruite par maîtrise d'ouvrage déléguée à la région. Parce que intégralement, parce qu'on a constaté que c'était une école qui était fragile et qui présentait des dangers. Bientôt pour l'école de Cousinière, et Margot est en chantier. Le beau, il n'y a pas si longtemps, ça a été refait. Donc. Et je pense que ce qui se fait à Vieux Habitants, sur les 4 écoles primaires et maternelles de Vieux Habitants, ça fait 8 au total. On est dans un chantier de reconstruction. Quasiment toutes les communes ont, avec, bien entendu, avec l'appui de la région, avec l'appui des services de l'État, sont en train de renouveler leur parc. Je parle bien des communes. Donc de reconstruire. De reconstruire et de faire des écoles aux normes sismiques. Avec, bien entendu, les matériels qui ont avec. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait petit à petit. Et si je prends l'exemple de Vieux Habitants, peut-être que d'ici 4-5 ans, peut-être après cette mandature, la prochaine mandature, on aura nos 4 écoles primaires et 4 écoles maternelles aux normes sismiques. C'est un objectif, c'est une ambition. C'est un objectif très clair, affiché, et c'est pas simplement, je ne le ferai pas tout seul, je le ferai avec l'appui de la collectivité régionale, avec les services de l'État, et je crois que ce que je dis là
est valable pour l'ensemble des maires, parce qu'au niveau de l'AMG, l'association des maires, c'est une ambition qu'on porte avec le président Sapoti pour faire rénover l'ensemble des écoles primaires et maternelles. Et pour les collèges, c'est déjà le cas. On a un parc de collèges quasiment neufs, et donc, qui répondent aux normes sismiques. Et les lycées, c'est à peu près la même chose. Donc, petit à petit, sur les établissements scolaires, même si aujourd'hui, il y a encore quelques établissements ici ou là qui manqueraient d'équipements liés à ces conditions sismiques, mais globalement, en termes d'ambition, en termes d'objectifs, les élus guadeloupéens sont relativement impliqués pour faire en sorte que nos enfants, depuis nos petits en maternelle jusqu'aux lycéens, soient dans des conditions pour réussir leur apprentissage. Merci Jules Otto d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Demain, nous partirons du côté de la commune de Petit Canal avec le maire Blaise Mornal. Excellente soirée à tous.